Voilà, genre, on m'a jamais fait un reproche en mode direct, genre, enfin, toi, tu t'es comme ça, genre. Et genre, en mode, je me suis dit, ah ouais, chaud, putain. Non. Je suis quelqu'un de très très mesuré, en vrai, voilà. Je suis quelqu'un de très très mesuré. Pas quand tu t'emportes. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que je te dis que. Hello, hello people. Wagwan Mandem, ladies. Je suis Mabs et avec moi, MyG. Du smile, yeah, yeah, yeah. Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on revient pour vous donner notre sauce comme à notre habitude. Yeah, yeah. Alors aujourd'hui, Maps. Ok. Je commence avec le fun fact. Ok, alright. Est-ce que, en fait, c'est un fun fact parce qu'en ce moment j'ai une période un peu animalière où je regarde un peu de documentaires par-ci par-là. Et récemment j'ai vu un fun fact sur les vers à tête plate. Les vers à tête plate possèdent les organes masculins et féminins. Donc ça veut dire que quand c'est la période de s'accoupler, ils font ce qu'on dit le pénis fencing. Fencing en français c'est l'escrime. Donc ils font l'escrime de bite et puis ils se battent entre eux. Pour voir qui va féconder. Voilà. Et après, donc ils se battent et tout, ils croisent le stick, t'as vu. Et puis à la fin, le gagnant c'est le mâle et puis le perdant devient la maman. Donc voilà, c'était le fait. C'est-à-dire qu'en fait, eux, leur manière de s'accoupler, c'est du viol, man. Moi, je vais te tabasser. Ouais, Pas ici. Ouais, je te tape. Après, bon, ça me rappelle un peu. Bon, après, ça n'a rien à voir parce que c'est le modèle de reproduction des lézards. Mais quand même, ils se battent, tu vois. Genre, il y a toujours ce combat-là, tu vois. Genre, à chaque fois qu'il s'agit de reproduction, surtout pour les animaux, à tous les niveaux, les hommes et les femmes se battent. Il y a un fight. Les chats, ça se fight. Les chiens, ouais, ça se mord. Hein. Ils sont pas là en mode oui, mon amour, viens là, je te fais un câlin. Non, ça se mord, ça se donne des crocs violents et tout, ça saigne et tout. Hein. Ça griffe, c'est sauvage. Le fait du côté un peu court, simple, efficace. À l'aise. Et du coup, ton sujet sera Harvard. Ah, Harvard. Que dire de cette école, de cette université prestigieuse? T'aimerais bien aller à Harvard un jour? Non, j'aime pas l'école. Pourquoi? J'aime pas le school, j'aime pas le concept de l'école. C'est quoi le concept de l'école? Ah, jusqu'à ce point, jusqu'à que tu le redis. L'excellence, l'élite de l'élite, la crème de la crème. En fait, je m'en fous de l'école de base, donc allez, je m'en fous. Des écoles prestigieuses, mais bon. Après, à ne pas. Après, ça veut pas dire que. Ne prenez pas à la légère ce que Maps vient de dire, parce que quand on dit s'en foutre de l'école, on s'en fout de ce qu'est devenu l'école. Voilà. Genre vraiment l'école. Le concept d'éduquer est important, mais la manière dont c'est fait, c'est bullshit. Genre, il faudrait que ce soit renouvelé. On a le système des années 30, 70. Donc c'est chaud. Il faudrait que le système s'adapte. Voilà, tu vois. Donc, le bac de l'époque, je pense que c'est bac plus 11 de notre époque. Tu vois. Donc voilà, quand on vous dit que le savoir est bridé, qu'on nous rend bête, c'est pas dégueu. Alors, récemment, on a eu Harvard qui nous a publié un rapport. Et honnêtement, ça m'a choqué quand j'ai vu que c'était eux-mêmes qui avaient publié le rapport. Sur eux-mêmes. Auto-snitch. De 130 pages quand même. Genre en mode, ils ont. Ah ouais, et genre, du coup, ça fait la lumière sur leur passé. Et on a appris dans ce cher rapport que le personnel d'Harvard faisait appel à des esclaves au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc le staff de Harvard, on a le président qui a... On sait exactement combien d'esclaves il a comment dirais-je,
Comment... Recruter. Voilà, genre, je sais même pas comment dire. Il a fait, voilà, on sait qu'il a fait appel à plus de 70 esclaves entre 1683 du coup, certains d'entre eux ont même travaillé sur le campus de l'université. Pour vous dire à quel point, genre, c'était vraiment... C'est pas en mode, c'est juste des histoires qu'on vous raconte. Non, c'est avéré et vérifié. Parce que Harvard a une histoire intrinsèquement liée à celle de la Nouvelle-Angleterre et du Massachusetts. L'état dans lequel on retrouve la célèbre institution. Dans les années 1600, cette région américaine a fait venir de nombreux habitants du continent africain afin de les réduire en esclavage. Et au début des années 1700, presque une vingtaine de voyages ont été effectués pour justement ramener plus de monde. Et en 1638, juste 2 ans après la création d'Harvard, il y a un navire qui est très connu chez eux qui s'appelle le Desire. Qui est revenu de son voyage en Afrique et qui a amarré dans le port de Boston. Donc du coup, on pense que c'est de ce navire-là que les premiers esclaves ont débarqué, tu vois. Non, au port. Boston. Oui, après, du port de Boston, maintenant, on les amène avec la calèche, je pense, ou bien même à pied. Genre en mode, comme dans le film Django, là. Tu vois, ils faisaient des kilomètres à pied, tous enchaînés à la ligne. Et du coup, c'est insolite quand même. Genre, après, c'est pas pour ternir ou vulgariser l'image d'Harvard, mais c'est juste pour vous informer. Ça fait partie de son histoire. Voilà. Après, ça fait partie de son histoire et on reviendra sur plein d'autres détails sur le long. Ouais. Après, moi, ça... Non, mais il y a certaines personnes qui peuvent dire ah ouais, Harvard a fait appel à l'esclavage. C'est ce que je voulais dire pour la cancel culture. À l'époque, c'était. En fait, pause. C'était la base. Parce que là, c'est comme si j'étais en train de justifier l'esclavage. C'est pas du tout ça. Genre, je ne veux pas dire que l'esclavage était ok. Non, mais je veux dire que dans le contexte de l'époque. Oui, c'était une pratique courante. Une pratique courante à l'époque. Ouais. Donc pour eux, c'était logique. Ah, shit. Bon, c'était pas logique, mais c'était. C'est comme si tu allais faire tes courses. Voilà. Je ne veux pas banaliser ça, mais c'est comme si tu allais faire tes courses. Genre en mode, ok. J'ai main-d'œuvre pour l'école. J'ai une grande maison, voilà, je manque de main-d'œuvre, je vais aller au marché, je vais me prendre un esclave. Tu vois. Parce que c'était la législation de l'époque aussi qui permettait d'avoir des êtres humains sur le marché. Et cette législation n'a pas évolué jusqu'aujourd'hui, vu qu'il y en a toujours. Bon, après c'est mieux. Après c'est mieux que ça sorte d'eux-mêmes que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse un article dessus. C'est vrai. Ils ont été. Parce que même si tu as vu, c'est ce que je disais. Même si c'est une connaissance publique, c'est pas une connaissance cachée. C'est pas quelque chose qui était en avant dans les médias. Donc du coup, si quelqu'un d'autre sortait ça pour dire, regardez ce que Harvard nous cache depuis toujours. On dit ouais c'est vrai, ils ont jamais dit ça, ils cachent ça depuis tout ce temps. Tu vois. Donc c'est mieux de s'auto-snitch. Là, tu peux avoir le petit backlash que tu auras quand même. Puis tu dis, ouais, depuis ce temps, on a progressé, on a mis des mesures exprès dans l'école pour ne plus refléter ce qu'on était avant, mais aujourd'hui, nous sommes totalement différents et tout. Mais sachez, c'est un rappel, des gens qui ont tendance à l'oublier, mais l'Afrique, avant que les colons débarquent, l'Afrique avait déjà ses empires, ses économies, l'Afrique avait tout. Et l'Afrique aidait même les autres continents. Sachez-le. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Bien dit. D'ailleurs, parce que l'Afrique n'a pas toujours été L'Afrique, justement, c'était la plaque tournante. C'était la plaque tournante du commerce mondial. D'ailleurs, ça tombe bien que tu parles de Harvard et tout ça. Parce que j'ai une autre info par rapport à l'école et l'esclavage et tout. C'était l'année dernière. Soit l'année dernière ou l'année d'avant. Il y a
250 ou 200 à peu près corps d'enfants entre 3 et, enfin, je sais plus, 3 et plus qui ont été trouvés sous une école au Canada. Et en fait, cette école-là, avant, parce que cette école a été ouverte au 19e siècle, elle a été ouverte jusqu'en 1970. Et environ 6000 enfants sont passés par cette école-là. Non, pardon. Environ 150 000 enfants sont passés par cette école-là entre l'ouverture au 19e siècle et sa fermeture en 1970. Et on pourrait compter près de 6 000 enfants qui sont morts pendant l'ouverture de cette école. En fait, cette école a été créée à l'époque pour c'était un programme. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient les enfants des indigènes, qui les prenaient de force, ils les mettaient dans leur école pour leur faire apprendre le système occidental. Les autres, ils s'étaient convertis au christianisme, ils parlaient plus leur langue matérielle, ils ont coupé les ponts avec leur famille, et ils étaient maltraités, battus, abusés verbal. Donc, tu vois, et le Canada revient souvent dans les actus aussi. Ils ont dit que il y a la commission de vérité et réconciliation qui a dit qu'au moins 3200 enfants étaient morts de maltraitance et négligence et qu'au moins 51 décès avaient été signalés à l'école entre 1915 et 1963. Et c'est récemment que ce truc est ressorti. Tu vois, donc, et Harvard a pensé aussi au Canada et tout, tu vois. Et donc, imagine, genre, déjà, il y a ces deux-là. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu des archives, les gens ont gardé les documents. Mais imaginez ce qu'on ne sait pas. Après, ça doit être vertigineux. Vraiment, c'est... Ce qui est bien, c'est que on se continue par rapport au truc de Chris Brown. On disait, ne jugeons pas pour ce qu'on ne sait pas. Alors que l'on dit, imagine ce qu'on ne sait pas. Ouais, mais imagine. En fait, j'aime bien la dualité des choses. Ouais, mais non, mais imagine, genre, parce que oui. Non, mais après. Mais non, là, parce que là, c'est une autre personne. Ouais, non. Là, alors que ça, c'est un système qu'on sait. C'est une entité. Genre, c'est plus. Genre, une entité. Il est plus facile de juger une entité que de juger une personne. Que ce soit une personnalité publique ou pas. Genre, une personne, elle est comme vous et moi. Justement, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de ne pas juger, parce que, certes, ok, oui. Il y a plein de personnes qui font du mal et tout, c'est vrai. Et je pense que je serais même le premier à dire, putain, genre, qu'il n'y ait plus de souffrance sur cette terre, tu vois. Mais... Chaud ma gueule. C'est... Je sais pas comment... La diviser pour mieux régner, hein. Et vraiment ils l'appliquent très très bien, et ils sont forts dans ça, parce qu'ils savent que si on est tous unis, et on pourrait l'être, parce qu'on est tous des humains, et vraiment j'ai cet espoir là, mais c'est chaud, c'est très très chaud, parce que ça dépend pas de toi, ça dépend des autres. Ouais, ça dépend. Parce que tu sais comment tu es, tu sais ce que tu dois faire, ce que tu es prêt à faire. Ça dépend de la volonté de tout un chacun. C'est ça. Et vraiment, et en vrai, genre, je pense que vous auriez kiffé ce monde. Mais je pense pas que vous serez capable de le bâtir. À moins qu'il y ait un tyran genre idyllique, genre qui vienne, mais sinon je vois pas. Ouais. Je vois vraiment pas. Un bon tyran, t'as vu. Un tyran, mais avec un cœur en or. On fait ce que je dis, mais ce que je dis, c'est bien. C'est bien de ouf. Et tu vas le faire parce que je sais que c'est bien. Tu vois. On n'a jamais eu de tyran comme ça. Si. J'ai pas discuté maintenant parce que, voilà. Mais si. Du coup, on a parlé de tyran et tout. Ouais, et du coup... Toi là, je t'ai dit le poteau arrière là, tu vas le péter un peu. Jamais. Arrête. Je suis le roi du crime, est-ce que tu vois? Ah bon, on peut le faire comme ça. Du coup, ton sujet sur le summer body. Tu veux qu'on attaque le summer body? Ouais. On reviendra sur nos copains d'Harvard un peu plus tard. Oh, t'en as plus? Bah oui. Vas-y. Ah, tu pensais que c'était fini? Oui. On met ta sauce.
Et du coup, pour revenir à notre histoire, on parlait du Massachusetts, de la Nouvelle-Angleterre et tout. Il y avait 30 000 habitants à cette époque. Et sur ces 30 000 habitants, en 1700, il devait y avoir 200 esclaves. Et ces 200 esclaves, ils étaient majoritairement guinéens et malgaches. Et on comptait, comment dirais-je, genre c'est comme si, genre c'était pas par conviction, genre les habitants, ils voulaient pas trop faire appel aux esclaves. Genre je sais pas, mais genre c'est comme si c'était par conviction personnelle, mais je pense pas. Mais ils avaient peur de voir la population étrangère justement grandir et s'épanouir. Genre on reste tu vois, en mode on les a amenés ici, mais maintenant ils nous dépensent en membres, c'est eux qui vont faire la loi. Et justement il y a un complexe qu'on appelle, genre c'est le complexe de l'homme blanc. Genre en mode je suis blanc, c'est pas possible que le noir là vienne faire ça là sur moi. Est-ce que tu vois? Et genre c'est la plupart de nos philosophes africains qui en parlent, mais on met ça sous le tapis quand il s'agit des autres. Et malgré tout, dans les années 1700, le nombre d'esclaves a explosé. Il est passé de 200 en 1675, parce que genre là on a vraiment une belle frise chronologique. Vers 1675, ils étaient 200, et en 1700, ils étaient 550. Donc déjà, c'était x2, et vers 1720, ils étaient 2000. Donc ils sont passés par la case 300. Une petite rêve. Et d'un autre côté, les colos aussi se sont reproduits. Donc ils sont passés de 30 000 à 94. Bon, ce qui laissait quand même un beau ratio différentiel entre colons et colonisés. Parce que je pense que je vais même arrêter de dire esclave. C'est mieux. Alors ce mot même devrait disparaître. Donc, et c'est ainsi que naturellement, vu que ils étaient là, les supérieurs d'Harvard ont commencé à faire appel à eux. Et c'est là où on va venir à la partie où on a vérifié la présence de ces esclaves dans le campus de Harvard. Parce que Harvard a entretenu un lieu étroit, genre où ils gardaient justement les esclaves. Genre en mode, c'est là votre camp, quoi. Donc, et c'était dès 1640 qu'il y avait les enfants des riches propriétaires qui allaient se faire plaisir, ils se prenaient des esclaves et tout. Genre, chill, quoi. Genre, c'est. Le monde est à nous, tu vois. Et c'est lui qui possédait le plus d'esclaves, et c'était l'un des stewards d'Harvard. C'est un des stewards d'Harvard. Un des stewards d'Harvard. Ça a du sens. Il possédait le plus. Oui, c'est pas le plus riche. Je pense que c'est un thème de francophone quand même. Non, il sert les plus riches. Mais c'est lui qui avait le plus. Ça c'est celui qui donnait. Ouais, peut-être c'est lui qui faisait les transactions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'il voulait des esclaves. Parce que les stewards à cette époque ils s'occupaient de quoi? De l'achat du matériel et de la nourriture, tu vois. Et bon, techniquement les esclaves sont considérés comme matériel. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient considérés comme la marchandise. Colonisés, pardon. Les colonisés. Les colonisés faisaient partie du matériel. Et du coup. C'est triste de les dire. Ouais. Et il s'appelle Andrew Boardman. Fucking. Après, j'aime bien Birdman. Ouais, donc du coup, fuck lui. Il en a acheté 8. Genre... C'est lui qui avait le plus avec lui. Donc, mais après, ça ne veut pas dire que les autres n'en avaient pas 7, 6. Ouais, après, c'était dans le nord aussi. Voilà. Alors que dans le sud, c'était pire. Ouais, voilà. Donc, on vendait $40.
Voilà ce que valait un de nos semblables à cette époque. 40 dollars. Mais si je te fais la conversion aujourd'hui, Voilà ce que me dit. mais n'empêche, ça fait mal qu'on puisse mettre un prix Sur le. Ça fait 2800 dollars. Donc, Non, mais rien. ouais. Et il y a une des esclaves qui a été connue, elle s'appelait Jane. Et jusqu'aujourd'hui, elle a sa tombe dans le cimetière d'Harvard. Ah ouais. Et son épitaphe est le suivant: Jeanne a Negro, servante of Andrew Borkman. Je pense que la tombe là, il faudrait la retirer. Moi Juste aussi. juste pour l'épitaphe là. On l'enlevait et puis mettre quelque chose de plus. Parce que même dans sa mort, Elle est Jeanne est Negro servant of Andrew Borkman. remémorée en tant qu'esclave. Et du coup, Harvard étant un lieu d'éducation et d'ouverture sur le monde, l'esclavage a commencé à poser quelques questions qu'on ne voudrait pas aborder. Et donc il y a eu même un débat qui a été organisé à la fin des années 1670. Et c'était juste peu de temps avant que la Cour suprême du Massachusetts donne son verdict sur justement la pratique de l'esclavage, et surtout encore dans un milieu où on est censé éduquer les gens et tout, tu vois, genre c'était pas intègre. Et c'était, comment dirais-je, les Américains, c'est comme si genre, ils faisaient une faveur aux Africains, selon eux. Genre c'est comme s'ils faisaient une faveur en mode, on vous amène, genre vous êtes pas loin de la source du savoir. Ouais. Est-ce que tu vois? Ouais. Mais On vous offre le savoir comme votre vie. une faveur que les Américains font aux Africains, qui ont été retirés quand même d'un pays où ils ne connaissaient que tyrannie et misère. C'est ça, genre en mode la faveur. En mode, on vous prend de votre pays, vous connaissez la tyrannie et la misère. Et on vous offre le savoir. Dans les années 1600, la misère en Non, mais Afrique... pourquoi ils vous offrent le savoir? Juste pas le savoir à cette époque-là. Justement, tu vois, genre justement c'est pour ça que je dis, il y a une certaine hypocrisie derrière tout ça, tu vois. Et maintenant on va en venir aux bénéfices, bien évidemment, que Harvard a pu tirer de ce colonialisme à outrance, pour ne pas dire... justement, il y a un rapport qui a été publié encore en avril 2022. Par rapport à encore. Même si tu veux te snitch. Modèle de snitching. T'es bon de tout balancer. Après, je pense que c'est plus... Il y a eu le CIG encore qui est passé par là. Mais c'est Harvard au final qui a publié. Bon, ils n'avaient pas le choix parce que sinon, de toute façon, la Commission internationale des journalistes d'investigation allait le faire. Donc, d'un point de vue financier, il y a... Attends, il y avait une enquête sur eux? Sur qui? Sur Harvard. Pour révéler ça. Non, mais quand il y a eu le rapport, ils ont été obligés de faire ce deuxième rapport avant que les autres négros fassent le rapport, tu vois. En fait, genre, ils sont jetés dans la boue avant qu'on les pousse. Donc pas doger dedans. Tu vois. Donc du coup, l'université a déjà touché un nombre important de dons. Parce qu'il y avait certains Richard qui venaient pour inscrire leurs élèves, qui repartaient avec des esclaves et tout. Donc du coup, ça faisait plaisir parce que c'était une marchandise assez, comment dirais-je, luxueuse. Genre, c'est pas tout le monde. Ouais, voilà, genre, c'est pas en mode. C'était pas le mec. Ouais, voilà, c'est pas le mec qui vendait son pain au coin de la rue qui allait prendre une esclave, tu vois. Bon, après, peut-être qu'il pouvait, en rassemblant, c'était 40 dollars. Mais avec les 40 dollars, il pouvait vivre pendant un mois, je pense. Donc, il avait autre chose à faire. Donc, du coup, il y a eu un rapport qui a été publié justement par l'établissement, mais on n'arrive pas à identifier le montant des sommes.
bizarrement. Et c'est fou. Tu vois, donc du coup, c'est pour ça que je te dis à une certaine époque. Genre, en fait, genre, on te dit sans vraiment te dire. Ouais, après je les comprends. Pourquoi ils diraient tout ça? Ils ont aucune raison de dire tout ça. C'est comme si par exemple, moi je suis là, je dis, ah, bon, j'ai fait un vol. J'ai volé tout ça. Maintenant, vous venez. Tu te confesses, C'est bien. Je vous ai dit que j'ai volé, c'est bon. J'ai pas besoin de dire que. Ouais, c'est comme si j'ai déjà vous avoué mon secret. Vous avez tous les détails de mon secret. Calmez-vous. Je vous ai dit ça, c'est bon. J'ai pas besoin de tout vous dire. Et du coup, même dans la liste des donateurs, bah, je pense que celui qui a fait la plus grande fortune, sa fortune s'est faite majoritairement sur le commerce de colonisés. Il s'appelait, il y avait Samuel Whiterope et il y avait Isaac Royal Jr. Donc du coup, il y avait ces deux-là qui vraiment, eux, Ils ont fait quoi après? ils ont fait du bénéf. T'as des infos sur eux? Ils ont fait du bénéf. Non, on dit pas grand-chose. Genre, ils sortent leur nom, ils ne sortent nulle part à part dans le rapport là. En fait, genre, vu que c'est des vieux trucs, c'est pas en mode genre tu vas venir avoir, c'est plus des archives. Mais ces archives-là, bon, heureusement qu'elles ont été conservées. Et puis... Parce que par rapport à ça, il y a plein d'entreprises aussi d'aujourd'hui qui sont en fait des anciennes entreprises coloniales. Et tout. Mais t'as vu, c'est comme Harvard, il y a des systèmes comme ça qui sont passés avec eux. Ouais. Donc, encore une fois, il faut chercher dans les archives. Il y a d'autres qui, Harvard, eux, ils se sont dénoncés. Il y a d'autres qui ne se dénoncent pas. Du coup, justement, Harvard profite toujours du business de l'esclavage. Parce que le rapport qui a été publié en avril précise que durant la première moitié de ce siècle, un tiers des dons ou promesses de dons proviennent de 5 personnes qui ont fait fortune avec la traite d'esclaves ou leur vente. James Perkins a fait un don de $20 000, soit environ $450 000 actuels. Son argent provient majoritairement de la vente d'esclavage, mais qui venait des îles Caraïbes. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Et il y a eu des conflits parce que une fois qu'il y a eu le débat de l'abolition de l'esclavage, il y a eu des conflits. Et du coup, Harvard, bon, pour eux, bon, en tout cas selon eux, ils reflétaient la société américaine à l'époque. Ils n'ont rien fait d'illégal. Sur ce temps. Voilà, ils n'ont rien fait d'illégal. Donc du coup, les sudistes, eux, comme tu le disais tout à l'heure, ont défendu leur position pro-esclave. Bon, pro-esclavage. Et néanmoins, de nombreux groupes se sont formés pour justement lutter contre cette propagande de l'esclavage. Et on retrouve l'un des seuls groupes qui est sorti du lot, c'est Cambridge Anti-Slavery Society. C'est quoi ça? C'est une association genre... tu vois, les gens qui luttaient pour l'abolition de l'esclavage se sont réunis dans cette association-là, justement pour... et elle a été créée par des élèves et des profs de Harvard et de Cambridge. Tu vois. Donc du coup, pour finir sur cette longue histoire, parce que vraiment... C'était déprimant ton histoire. Ouais. À la publication de ce rapport, Harvard a pris plusieurs mesures. Ça me fatigue de le dire. A commencé par la création d'un fonds de $100 millions. Ça m'énerve. Baptisé, tu vois, le fonds qu'ils ont fait, ils ont baptisé ça Legacy Slavery Fund. L'héritage, le fonds de l'héritage de l'esclavage. Genre, ils auraient... C'est bien, ils ont créé un fonds et tout, c'est bien. Mais pourquoi remettre encore au bout Legacy of Slavery? Why? Est-ce que l'esclavage est à ce point-là où genre, il mérite même d'avoir un héritage? Parce que eux, c'est ton point de vue, parce que eux, de leur côté, ils n'ont pas la même perception des choses que toi. Donc ils sont désensibilisés par rapport à ça. Eux, ça se trouve, parce que tu sais bien que pendant les entreprises, sur les grandes entreprises, surtout Harvard, un truc comme ça,
les idées doivent être approuvées en amont, t'as vu. Donc si on passe par les conseils et tout, et puis si ça a dû dire, si quelqu'un dit ok, ça veut dire que pour eux c'était normal. Je veux pas justifier ça, je veux dire que tellement pour eux, ils sont déconnectés de la chose, ils trouvent que c'est normal. Et du coup se font... Ou alors, désolé, ou alors ça se trouve ils s'en battent les couilles. Ouais, justement. Et vu qu'on donne de l'argent, c'est plus justement, c'est plus à ce point-là que je pensais. Je me suis dit, ah ouais, ok, on met 100 millions, allez, slavery, nanani, nanana. Bon, ok, on sait que, bon, on met slavery juste pour se rappeler, parce qu'on avait fait cette petite connerie là, l'esclavage, ok, ouais, mais mettez les 100 millions, allez. Et du coup, maintenant, cet argent servira à créer des cours pour rappeler aux gens qu'il y a eu justement une histoire entre Harvard et l'esclavage. C'est ça quoi, ça me fait penser ça, me fait penser à Kanye West. Parce que Kanye West avait été déclaré l'homme noir le plus riche des États-Unis. Le plus influent même, je pense. C'est Jay-Z. Ça c'est énorme, tu vois. Donc il a été déclaré l'homme noir le plus riche des États-Unis. Sauf que lui, il dit qu'il ne veut pas être déclaré comme l'homme noir le plus riche des États-Unis parce que c'est comme si on était dans une case à part. Parce qu'il pourquoi l'homme noir? Ouais, voilà, pourquoi l'homme noir? Moi, je veux juste qu'on me classe parmi les hommes les plus riches des États-Unis. Tu vois, pourtant, et ça rejoint ce que je te disais, le complexe de supériorité et genre de l'homme blanc. Genre, il peut pas genre, il se dit, c'est pas possible. Check ça. Parmi ça, il y a d'autres personnes noires qui disent, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à être l'homme noir le plus riche du pays? Que c'est bien, mais tous une fierté et tout et tout. Je dis non, que je ne veux pas qu'on me minimise. C'est comme quand je suis, c'est comme si quand je suis à un match de basket et qu'on dit que je suis un rappeur. Moi je suis plus qu'un rappeur, je suis un designer, je suis un musicien, je suis un artiste et tout. Regarde, à propos, regarde, par exemple, les remises des Oscars dans les catégories. J'ai jamais vu une catégorie le meilleur acteur blanc. Mais je pense qu'il y a une catégorie le meilleur acteur noir. Il y en a une. Après, ça je veux dire, parce que ça c'est un truc important, c'est un truc systémique aux États-Unis. C'est un truc de ouf. C'est que eux ils aiment, il y a ça aussi en Afrique du Sud, ils aiment se séparer noir et blanc. C'est un truc systémique, pour eux c'est normal. Tu vois. Donc quand il y a des catégories de films, il y a des catégories de films blancs, des catégories de films noirs. L'acteur noir, des trucs, c'est bien limité. Donc en fait, c'est comme si ça te dit que genre par exemple, nous aujourd'hui, si nous deux on fait des films, ils ne seront jamais dans les catégories des acteurs blancs. Notre film ne sera jamais dans cette catégorie. Si, mais ils peuvent officiellement postuler dans cette catégorie, mais tu sais. Oui, mais je ne sais pas accepter. Voilà, c'est comme par exemple. Alors que normalement, je peux. Oui, c'est comme par exemple dans les Grammy. Dans les Grammy, il y avait, comment ça s'appelle, la catégorie urbaine. Urbaine, c'était leur mot pour dire noir. Par exemple, tu as des créateurs qui avaient gagné le Grammy. Voilà, c'était urbaine. Tu as dit que c'était urbaine, alors que c'était, sinon ça devait être dans la catégorie album de l'année. Mais vu que c'était un album noir, enfin, c'était avec même il a dit, parce que mon album, je suis content d'avoir gagné ce Grammy, mais que ce Grammy, mon album n'était pas un album de rap. C'était pas du rap, que j'aurais pu être dans la catégorie album de l'année. Ok, donc ça. Ah ouais, damn, l'amalgame de ouf. Donc en fait, genre, ils ont considéré Tyler comme le meilleur rappeur. Ouais. Avec Igor. Pour eux, ça, c'est du rap. Si ça sort de la bouche d'un noir. Voilà. Donc du coup, revenons-en à nos... Et comme je te dis, après... à nos colons. C'est juste qu'ils sont déconnectés. Parce que aussi, les Grammy, ce sont les représentants d'autres genres. C'est-à-dire ceux qui font du rock, de la country. Eux, ils connaissent pas vraiment le milieu du hip-hop et du rap. Donc eux, ils jugent à partir de ce qu'ils ont dû voir ou écouter, ou à partir des artistes avec lesquels ils ont un bon rapport par rapport à leur label, ce genre de choses. C'est comme ça que le système de Grammy marche. C'est pas vraiment le talent ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça pour quasiment beaucoup des organisations, en fait, des trucs de... Ouais, je vois ce que je veux dire, mais en fait, c'est que ce truc, en fait, on met en place, genre, un système déjà bizarre, bancal, et
on le met aux normes. Mhm. En fait, c'est ça qui me débecte le plus. Avec Genre, non, mais genre, imagine, genre, genre prends cette idée Mhm. et généralise ça sur notre monde. Après, c'est Ouais. systémique, Genre, encore une fois. ouais, et en fait, c'est ça qui me débecte parce que, genre, les gens, vous voyez, genre, que bon, ok, c'est bien, genre, ça, ok, oui, il y a des prix et tout, nanani, nanana, mais il n'y a aucune équité dans ça. Il n'y a aucune équité. Et du coup, de ce fait, une fois qu'il n'y a plus d'équité, mais n'empêche qu'il n'y a pas d'équité, mais c'est là-bas que vous allez, genre, vous donner encore plus d'importance à ce truc. Alors que non, c'est ce que je disais tout à l'heure que quand j'ai dit le changement n'était pas qu'une possible de vote. Ouais, parce que même si on sait que le système de vote de Grammy est biaisé, il y a tout, vu que le Grammy c'est quelque chose de prestigieux et c'est un ordre que les artistes cherchent depuis des années, et que quand tu l'as, ton statut change, malgré le fait qu'on sache que c'est biaisé, il y a toujours des artistes qui sont contents d'avoir leur Grammy. Tous ceux qui ont gagné leur Grammy l'année dernière sont contents d'avoir gagné leur Grammy. Mais après, est-ce qu'ils l'ont vraiment gagné si genre, c'est les labels, les relations et tout? Genre, est-ce que vraiment, au final, voilà, genre, est-ce qu'au final, les Grammys qu'ils ont reçus ont une vraie valeur? Ouais. Non, c'est genre, bien. non, mais je te parle, genre, est-ce que genre, ça représente vraiment l'accomplissement qu'ils ont fait? Genre, oui, pour beaucoup, oui. Non, mais genre, est-ce que ça le représente vraiment en mode j'ai eu ce Grammy parce que je le méritais ou non? J'ai eu ce Grammy juste parce que, ok, entre eux ils s'entendent bien et je suis dans une bonne catégorie, donc du coup je serais classé là. La seule personne que moi j'ai vue et qui a dit ce que tu veux dire, c'est Macklemore que l'avait gagné le Grammy meilleur album devant Kendrick Lamar. Lui, il a dit non, je le mérite. Il a gagné devant Kendrick. Ouais. Non, devant People Butterfly, je crois. What the fuck? Non, sérieux? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il avait gagné le Grammy, mais je savais pas que c'était devant Kendrick. Il avait dit que non, que je ne méritais pas de gagner ça, c'est vraiment Kendrick qui méritait de gagner. Là, bon, on va ça à Kendrick. C'est un bon. C'est un bon. Ah ouais. Donc, ouais. Donc, du coup, revenons-en à nos colons. Pour en finir une bonne fois pour toutes. Ce cher fonds qui sert à faire des cours pour rappeler aux gens que, bon, ok, il y a une histoire entre Harvard et l'esclavage. Donc, ce fonds aurait pu peut-être servir justement à donner ou à ouvrir des écoles ou développer des petites infrastructures dans des zones défavorisées, peut-être. Alors, ça aurait eu plus d'impact humainement parlant, je pense, que juste donner des cours pour rappeler aux gens qu'il y a eu un lien entre Harvard et l'esclavage. Je pense que... Tu te rappelles de ce que j'ai bullshit. La meuf de l'autre épisode, c'est du Josh Money. Du coup, c'est... Et le New York Mais après, Times... ne pas cracher dessus parce que c'est une opportunité pour d'autres personnes. Oui. Donc, vraiment. Mais une opportunité... C'est une action qui part d'une mauvaise intention, mais c'est une action. Ouais, c'est une action. Je peux le prendre. Voilà. Mais bon, comme l'indique le New York Times, un tel montant est très rare dans l'enseignement supérieur américain. C'est des spéculations, je ne sais pas ce qui est là-dedans, quand ça part d'une mauvaise intention, ça se trouve ça part d'une bonne intention. Mais je spécule juste. On donne juste notre point de vue. Voilà, ce n'est pas un conseil financier. Pour remettre un peu les choses dans le contexte, G-Smile est très idéaliste. Je pense qu'ils ont dû remarquer. Ouais, je pense que vous l'avez remarqué, mais quand même, passionné. Mettons les points sur les i, comme ça, c'est réglo une bonne fois pour toutes, tu vois. Je suis très idéaliste et moi je suis très pessimiste et j'aspire vraiment, genre, c'est même pas ma raison de vivre ou quoi, mais c'est ma pensée de base. J'aspire à un monde meilleur et pas que pour ma gueule, mais pour tout le monde. Ça, c'est juste. Comment ça fait? Voilà, c'est ce qui me définit. Après, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Mais pas seulement. Je suis pessimiste, je suis pas pessimiste. Non, voilà, justement, non. Maps peut être à ses côtés pessimistes. Et c'est bien. C'est bien d'avoir des côtés pessimistes. Même moi, j'en ai, hein. Mais c'est pas ce qui va prendre le dessus, que ce soit sur lui ou sur moi. Il a sa réflexion et il prend beaucoup plus de recul à traiter. Il peut te taper un seul sujet,
mais te confronter deux points de vue différents. Tu vois. C'est bien dit, merci. Voilà, tu vois. Allez-y. Donc du coup voilà, moi je suis passionné parce que voilà, genre je suis ok, I'm just trying to live my life Une in peace. peace, tu vois, genre tranquille, sans faire chier le monde et justement c'est pour ça tout à l'heure je disais on a certainement fait des trucs aujourd'hui avec du recul on se dit ah ouais putain chaud quand même, tu vois, et c'est pour ça on demande pardon aussi et ça nous permet d'avancer et d'aller plus loin. Genre, c'est simple et efficace. Exactement. Simple et efficace. Okay. Du coup, voilà. En outre, pour finir, Harvard s'engage à créer des mémoriaux, à favoriser les échanges entre les professeurs, les étudiants, et des libertés qui n'ont pas eu de lien avec l'esclavage, qui se situent dans des pays de provenance des esclaves. Enfin, l'établissement souhaite également s'attaquer aux disparités de l'accès à l'enseignement supérieur. Et justement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si vous souhaitez vous attaquer également aux disparités de l'enseignement supérieur, vous êtes les États-Unis. Vous êtes balèze quand même. Alors je pense que vous pourrez arrêter pas mal de... C'est compliqué. Attends. Vous pourrez arrêter quand même pas mal... On va cut. Non, t'inquiète. Vas-y. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Attends. Ah ouais? Attends. En fait, j'étais trop focus dans la phrase que je voulais continuer. Du coup, tu m'as même déraillé. Tu vois, c'est pas bien, man. En plus, l'avant en tête, c'est ce que tu t'arrêtes pour commencer à rigoler. Du coup, voilà. Genre, ils souhaitent lutter contre les disparités de l'enseignement supérieur. Ok, juste vous aurez pu... Déjà, tous les petits points qui ont été soulevés, ils auraient pu lutter contre ça si leur fonds qu'ils ont créé, Slavery Foundation, c'était quoi? C'est quoi déjà? Slavery Fund. Bon, bref, le fonds là, s'ils avaient investi, disons, 10% sur 10 pays d'Afrique, par exemple, qui sont vraiment à la traîne sur le système d'éducation, je pense que ça aurait beaucoup plus. Là, tu vas se projeter trop loin. Non, je te donne juste un exemple. Genre, c'est bien, mais moi, non, ils veulent lutter contre la disparité, ils ont dit. Dans le pays. Ah, dans le pays. Mais fuck eux. Ils disent, nous, déjà, c'est chaud sur notre gueule. On a des problèmes avec les colonisés. Ouais. Donc, attends, on va essayer de blanchir notre image dans le pays. Ouais. Voilà. Déjà, sauvons-nous avant de sauver les autres. Voilà. Sauvons-nous d'abord. Les gens nous voient bizarres, ils ne pas vouloir envoyer leurs enfants. Les riches après, ne pas vouloir envoyer leurs enfants ici. Ouais, c'est bon pour le business. Voilà. Sauvons-nous de sauver les autres. Je pense que c'est faux. Ça ne va pas changer grand-chose. Sauvons-nous pour le business. Sauvons le business. Sauvons-le. Même pas sauvons le business. Parce que sera toujours sauvons le business. Parce que imagine, si tout le monde commence à dire ah ouais, Harvard, c'est une université où les esclaves. C'est ce que je disais comme par rapport au Grammy. C'est une image tellement prestigieuse que c'est intouchable. C'est intouchable. Donc c'est pour ça que je dis ça, c'est pas sauvons le business, c'est sauvons l'image du business. Tu vois? No fucking way. Sauvons l'image du business. Bon. En tout cas, vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un sujet épineux quand même. Ouais, c'est un sujet épineux et vaste. Et n'empêche, j'espère que ça a été intéressant pour vous parce que... Et informatif. Ouais, parce que c'est... Ça, c'est des trucs qui se passent, mais qu'on ne sait pas vraiment. Ouais, genre... C'est pas les premières choses qu'on voit aux infos. Ouais. Donc c'est bien d'essayer de les retransmettre avec notre sauce dessus. De partager et tout. Voilà. Alors du coup, de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui vont se conseiller sur le net. Mais aujourd'hui en particulier, je vais parler des jeunes qui se font conseiller sur TikTok. Il y a de plus en plus d'étudiants
Et je vais prendre la tranche d'âge des 18-24 et des 25-34. Genre, il y a la plupart d'entre eux sont sur TikTok et suivent des chaînes d'information concernant l'économie, bon, tous les petits trucs économiques, que ce soit la crypto, les méta, la NFT, bref. Et du coup, les influenceurs engrangent de la confiance de leur public. Et, ils se donnent quelques conseils à gauche, à droite pour fructifier son argent, pour mieux gérer son argent. Et on va voir que pourtant, certains de ces conseils sont contre-productifs. Et on va vous expliquer pourquoi, bien sûr. Donc, déjà, on va commencer par les 18-25. Hein. Les gens. Oui, on est dedans. Hein. Quoi? Je suis pas sur TikTok. Ben moi, sur ça fait genre depuis l'autre jour, genre je peux rentrer dessus. Ah ouais. Ouais, donc, et je pense même où il m'envoie des trucs là-bas, mais je regarde même plus. Voilà, genre j'ai Le côté. Ouais, c'est bon, c'est fini. Parce que bon, les 18-25 sont majoritairement sur TikTok et Instagram. Tu vois, donc malgré ce que l'on peut penser, ces réseaux sociaux ont beaucoup plus d'influence sur notre quotidien et on s'en rend pas forcément compte. Et il y a eu une enquête de Bankrate qui est justement, comment dirais-je, comme une filiale qui fait des investigations. Cette enquête-là en question montre que 49% par exemple des Américains ont réalisé un achat impulsif après avoir vu un objet sur justement ces réseaux sociaux. Tu vois. Et bon, on va pas se mentir, si l'Américain fait ça, il y a de fortes chances que l'Européen le fasse. Bon, après, non, mais genre c'est effet de vague, quoi. Genre en mode effet de vague. Et après, il y a bien. Bon, après, pour l'Africain, je sais pas. Parce que bon, nous on est un peu dans un autre délire. On est à part, on est spécial. Sans trop l'être non plus. Hein. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je dis pas que on est tous spéciaux, de toute façon. Bref. Donc du coup, cette enquête-là nous montre que il y a 64% d'entre eux qui avouent regretter au moins un de leurs achats. Tu vois. Donc, et quand on se penche uniquement sur la génération Z, on se rend compte que c'est 66% d'entre eux qui ont cédé à leurs désirs. Ok. Tu vois. Parce que on te met un produit sous le nez. On t'incite, genre c'est pas, oui certes c'est vrai c'est de la pub, mais n'empêche, on t'incite, tu vois. Et justement, et c'est là où on voit le chiffre des personnes qui ont regretté leur achat, en mode putain ouais j'étais impulsif. Après oui certes, ok t'as été impulsif, c'est vrai, c'est cool. Et en plus ça revient sur le même, c'est un peu le même débat qu'on a eu sur le jeu vidéo. Ouais. Tu vois. Ouais, tu vois, donc du coup, il y a les jeunes générations sont beaucoup plus influencées par TikTok et Instagram parce que les parents, je sais pas, bon bref, quelle génération, mais les parents des jeunes actuels, je pense, ont merdé sur un certain point. Vous avez laissé la technologie rentrer trop vite dans la vie de vos enfants. Parce que déjà même avant de venir ici en France, quand j'étais au lycée, je voyais par exemple des gamins en 6e avaient l'iPhone 7 qui venait de sortir. Frère, le gars est en 6e. Bon, ok, oui, c'est bien de faire des cadeaux à ses enfants, mais je pense que vous leur faites plus de mal que de bien en leur dans cette opportunité. Moi, par exemple, en 6e, j'avais un téléphone. Oui, mais t'avais quel téléphone? Voilà, j'avais pas un iPhone, j'avais un téléphone. T'avais un téléphone qui n'allait pas sur Internet? Mais c'est la période qui le voulait. Ça se trouve, si j'étais à cette période-là, j'aurais un téléphone. Oui, t'étais en 6e, mais t'avais un téléphone
qui n'a plus rien à voir avec le téléphone que les gamins aujourd'hui. Oui, mais c'est un téléphone. Non, en fait, genre, ce que tu as là, c'est une antiquité même. C'est même plus, on n'appelle même plus ça un Mais téléphone. à l'époque, c'était. Ah, c'était un téléphone. Aujourd'hui, c'était smartphone. Ouais, mais à l'époque, c'était la haute technologie. Aujourd'hui, c'est ça la haute technologie. Ça se trouve, dans 10 ans, on va se dire, on va dire les enfants d'aujourd'hui, ils ont des Mais je pense pas, que mon fils qui est en 6e ait besoin d'avoir un téléphone comme ça. Genre, je suis désolé, genre. Après, de base, c'est juste pour. Par exemple, quand les parents donnent des téléphones aux enfants, c'est pas parce qu'ils disent pas, ouais, il va avoir une vision sur tout ça. C'est juste, voilà, Non, bah, s'il y a un truc qui arrive, il prend m'appeler, le truc et tout. Ça arrive combien de fois, genre, que ton gamin en 6e t'appelle parce qu'il y a un truc qui s'est passé. En général, c'est toujours l'école qui t'appelle, Max. Ce sera jamais le gamin qui va t'appeler si y a un truc. C'est faux. Hein. Si ton gamin est à l'école. Un truc. Attends, tu penses que si ton gamin est à l'école et qu'il se passe un truc, tu penses que c'est le gamin qui va t'appeler avant l'école? Oui. Par exemple, quand je te dis, si j'ai un prof qui n'est pas bien, je dois rentrer, je te préviens maintenant, ma mère. C'est pas l'école qui va dire, madame, le professeur n'est pas là. Ça, c'est parce que ça c'est un cas genre chill. Ouais. Mais par exemple, moi on était au lycée et il y a eu une attaque de rebelles. J'avais mon téléphone. Mais déjà, même avant d'avoir l'information qu'il y avait une attaque, le proviseur, lui, le savait. Donc, lui, de ce côté-là, il a pu appeler l'armée qui était dans une base militaire qui n'était pas loin. Donc, du coup, c'est bien, oui. Après, si peut-être ton gamin va ailleurs qu'à l'école où il n'y a pas quelqu'un qui a ce rôle-là, ok, peut-être que ça peut être utile. Mais je ne vois pas, genre, sur quel point, genre, il aurait vraiment besoin d'un téléphone. Genre, je pense que c'est bien, mais je pense que ça le gâte plus qu'autre chose. Et ça, c'est après un scénario extrême. Par exemple, les deux situations qu'on a dit. Entre ton scénario et mon scénario. Non, mais tu donnes un téléphone. Genre, c'est pour l'urgence. Parce que tu as dit que c'est pour contacter au cas où. Ouais. Mais regarde, par exemple, ton fils n'a pas besoin d'avoir un téléphone. Il peut aller très bien dans le bureau de la CPE et demander qu'on appelle ses parents pour venir le récupérer parce que le prof n'est pas là. Tout simplement. Mais c'est pas pratique. Et puis après, imagine, c'est pas pratique. Imagine, mon enfant, le téléphone, c'est pas que pour l'école. Il y a d'autres situations hors de l'école. Quand il va chez un ami, quand il sort, quand il fait le genre à tout moment, au cas où il y a quelque chose. Mais quand il va chez ses amis, il va chez son pote. Oui. Il y a les parents. Imaginons s'il se rend pas. Non, mais non, si ton gamin sort, tu sais où il va. Regarde, imagine. Non, si ton gamin sort, tu sais où il va. Mais attends, s'il s'en va jouer au foot. Il s'en va jouer au foot, il sera joué pendant des heures. Parce que moi, ça m'arrive, je pars le matin, je peux revenir dans l'après-midi. Là, je ne suis pas chez quelqu'un. J'ai mon téléphone, je viens à ma mère, voilà, je suis ici, voilà, je joue au foot, je serai là pendant tant de temps, je te préviens quand je finis, je rentre tout de suite, En 6e, tu penses que les gosses ont cette mentalité-là, Max? En 6e. Les parents pensent que oui. Mais justement, les parents pensent juste. Mais c'est pour ça que je t'ai dit. Justement qu'ils ont élevé leurs parents enfants comme ça. Mais c'est pour ça que je t'ai dit que les parents font cette erreur. C'est pour ça que je t'ai dit font cette erreur. J'ai bien insisté. De faire confiance à leurs enfants. Non, c'est pas. Je peux très bien. Attends, mais regarde, nous par exemple, on n'a pas eu des téléphones qui allaient sur internet ou quoi. Et justement, c'était les téléphones high-tech du moment. Attends. Non, regarde, moi par exemple, bon, peut-être que toi tu as eu un téléphone high-tech du moment. Mais par exemple, quand il y a eu les Blackberry, j'ai eu l'iPhone, ça allait sur Internet. Ça c'est Blackberry, tu l'as eu à compte avec quel âge? Je sais plus. T'étais en 6e? T'étais pas en 3e ou seconde? Non, j'ai eu avant. Bah quand là? Je sais plus. Si c'était pas en 6e, tu l'as eu en 5e? Je sais plus, mais je sais que je l'ai eu avant la seconde. En 3e? Je sais plus, je te dis. Je peux plus repérer dans l'espace où est-ce que c'était. Pour moi, mes années de lycée, je sais juste à un moment j'ai eu un iPhone, je sais à partir de quel moment je l'ai eu. Et je sais que c'était pas en seconde. En tout cas, voilà, mais même l'étude prouve que voilà, genre, il y a beaucoup plus de mal que de bien. Bref. Il y a justement, après tous les chiffres que j'ai pu te donner, les jeunes de la génération Z sont 34% à aller chercher des conseils financiers auprès de TikTok.
33% à aller sur YouTube et seulement 24% à demander conseil à un spécialiste. Donc du coup, ça te donne un peu le tableau. Comment ils vont dire? Imaginons, moi je suis un gars, j'ai 14 ans comme ça. Est-ce que tu appartiens à la génération Z? Quoi? Tu appartiens à la génération Z? C'est quoi la génération Z? Bah, c'est les genoux là. C'est 18-24, t'as dit? Non, c'est justement c'est ceux qui sont en dessous. C'est les 15, c'est le 0,15, je dirais. Alors voilà, Non, pas 0,15, mais je dirais les 6, les 6,15. Ouais, 6, ok, imaginons j'ai un jeune de 15 ans. Je commence à voir des vidéos sur la crypto, sur le net et tout. Mon premier réflexe ne sera pas de me demander mes parents. Je sais que, par exemple, la majorité des cas, j'ai jamais parlé de finance avec mes parents avant. Donc, je ne vois pas pourquoi, pour ce point sur la crypto, qui est un nouveau truc, pourquoi je dois demander à mes parents qui sont vus, qui sont... Non, mais c'est pas que la crypto, c'est des conseils financiers. Donc, ça veut dire que ça regroupe tout. C'est pas que la crypto. Pourquoi je vais demander mes conseils financiers à mes parents alors que je n'ai jamais parlé de finance avec eux, quoi que ce soit, on a juste parlé de faire, je me penche tout. Peut-être parce que déjà ils ont plus de vécu et d'expérience que toi, tout simplement. Et je ne pense pas pour ça. Je suis tous les jours sur mon téléphone. Toutes les infos que j'ai viennent sur mon téléphone. Je sais que ça, voilà, je vois des trucs sur mon téléphone. C'est comme par exemple moi. J'ai mes premiers trucs financiers, c'est moi-même qui ai cherché sur le net et après je suis allé demander à mes parents. Et sinon, si on demande si j'ai commencé d'abord avec à mes parents ou à me demander le conseil à mes parents d'abord ou sur le net, c'est sur le net d'abord que j'ai appris les trucs. Et après, une fois que j'ai avancé par moi-même, j'ai dit à les parler de ce que je faisais à mes parents et ils m'ont donné leur point de vue sur ce que je faisais. J'ai jamais vraiment eu de discussion financière avec mes parents. Non, c'est pas ça le but. Mais genre, je pense que si tu demandes conseil à tes parents, déjà tu auras un bon guidage que d'aller solo. Après ça dépend de chacun, parce que chacun, faut te mettre à Non, mais genre c'est juste par rapport au fait que les parents, déjà sur le tas, ils auront déjà beaucoup plus de recul sur la situation et ils ont déjà cette maturité-là et cette sagesse-là que aucun enfant ne peut avoir. Mais toi, tu parles comme ça parce que tu sais. Mais par exemple, moi, je te parle du point de vue d'un jeune de 15 ans. Depuis que je suis petit, je suis sur Internet. Et quand j'ai une question, la plupart du temps, c'est sur Internet que je vais. Parce que quand je me lève le matin, je suis sur mon téléphone, je suis sur le net. Quand je suis je sais pas, quand je m'en vais à l'école, je suis sur le net. Quand je suis à l'école, je suis sur le net. Quand je rentre, je suis sur le net. Après, je vois mes parents. Le net est le premier truc que je vois. Quand je vois mes parents, après, je passe du temps avec eux. Après, je pars dans ma chambre. Je suis sur le net, je me vais me coucher. Le net est la première chose que je vois en me levant et en me couchant. Donc, je suis plus au contact du net. Donc, si j'ai une question, c'est plus naturel pour moi d'aller vers le net. Et en plus, je peux dire dans ma tête qu'en cherchant une info financière sur le net, je peux trouver l'information pour moi directement d'un conseil financier. Je me dis, donc ça, c'est une info sûre et certaine. C'est pas juste une info que mes parents vont me dire parce que tu sais que tes parents sont biaisés, donc ils vont te dire ce qu'ils veulent te dire. Donc tu vas te dire, oui, celui-là, c'est un avis impartial qu'il me donne. Et c'est là que je peux apprendre quelque chose. Oui, mais justement, après, je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Les jeunes n'arrivent pas à se dire que c'est un avis impartial, justement, qu'on leur donne. Et c'est là où il est le danger, parce que, justement, bon, après, c'est genre, de base, genre, j'ai rien contre. Regarde, à supposer, aujourd'hui, je donne un téléphone à mon fils qui est en 6e. Je ne vais pas lui acheter l'iPhone 12. Je vais lui acheter un 3310. Il peut me contacter. Quand il vient à la maison, il y a le PC, il peut aller naviguer sur Internet. Je lui interdis, genre, il a les ressources. Il peut, genre, je ne lui bloque pas ses ressources. Mais je ne lui donnerai jamais un iPhone 12 et lui dire tiens, va. Parce que bon, j'ai vu que les autres aussi en avaient. Donc, je ne veux pas que tu sois le seul à ne pas en avoir. Parce que aussi, il y a un peu de ça dans l'histoire, tu vois. Il y a un peu de ça, genre en mode, genre il y a les parents qui viennent au lycée une fois que, il y a ce gamin qui a le dernier téléphone, et leur gamin, lui, il a rien. Ils vont dire, bon, allez, je vais aller, genre, par égo, je vais aller acheter, tu vois. Il y a juste les parents qui sont... Donc du coup, ça devient bullshit. Mais il y a aussi les parents qui... C'est juste mon fils veut un téléphone. C'est Voilà. quoi le téléphone à la mode en ce moment? Voilà. Pas forcément en voulant me comparer à quelqu'un, c'est quoi le téléphone? Je sais pas un peu, je sais pas ce qui se passe, quoi que ce soit. C'est quoi le téléphone à la mode en ce moment? C'est celui-là? Ok. Bah, tiens. Je te le prends. Tu vois. S'ils peuvent se le permettre, pourquoi pas? Ils se disent juste pourquoi pas je peux me permettre de prendre ce téléphone pour mon fils. En plus,
genre, on se dit, c'est pas une grosse dépense pour moi, c'est pas un gros investissement. Donc, autant lui offrir le meilleur truc que tu peux lui offrir. Voilà, tiens, c'est pourquoi, fils, viens, t'es bien, va dans la grâce maintenant. Ça, je pourrais lui offrir l'iPhone 12 quand il aura 16 ou 17. Là, ok. Là, commence à découvrir toi-même la vie. Va te casser la gueule, va tchatcher tes premières meufs, va briser ton cœur bien comme il faut, tu vois, vas-y. Mais avant, non, je le préserve. Après, c'est ça que moi je dis, c'est pas. Le problème, c'est pas l'accès aux informations. Non, c'est qu'il faut non, c'est pas l'accès, c'est qu'il faut préserver justement les jeunes de toute cette montagne. Tu peux pas, parce que même si tu veux préserver, tu vas dire, bon, je ne donne pas mon téléphone à mon fils juste à ce moment-là. Il peut aller chez son parent, chez son ami qui a un téléphone, faire ce qu'il veut là-bas. Oui, peut-être. Mais moi, de mon côté, tu gardes juste ta conscience tranquille, toi personnellement. Non. C'est pas vraiment la conscience de l'enfant. Non. Regarde, comme je te l'ai dit, regarde, il peut rentrer à la maison et avoir accès à toutes les ressources qu'il veut. Mais quand il va à l'école, je suis désolé, mais je ne vois pas pourquoi je lui donnerais un iPhone 12. Je lui donne juste un 3310, il peut m'appeler, il peut m'envoyer des messages. S'il est en danger, il peut me contacter ou contacter quelqu'un d'autre. C'est le strict minimum. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'il ait accès aux informations? Il va faire quoi avec? C'est ce qu'il fait. Il va faire quoi avec? Découvrir le monde. Il est en 6e. Non, il a qu'à découvrir justement. C'est que les jeunes d'aujourd'hui découvrent plus le monde à travers Internet que dans la vraie vie. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, et c'est ça le problème. Comme on disait, il s'en va chez son Parce que non, chez son ami Internet, il peut. C'est pas grave. C'est juste qu'il le fera pas sous ton toit, c'est tout. Oui, mais il fera pas autant qu'il l'aurait fait si moi je lui avais donné l'accès. Non. Ça se trouve, s'il avait. Attends, je vais te dire un truc. Par exemple, c'est comme les histoires du porno et tout, comment les gars découvrent le porno. Moi, j'avais pas d'ordinateur chez moi ou quoi que ce soit. J'avais trop la surveillance de mes parents parce qu'ils ne voulaient pas que je sois observé, pas que je sois exposé. Du coup, je partais chez mon pote, je me cachais pour voir du porno. Du coup, j'aime parler de ça à mes parents. Alors que, par exemple, ça peut être ça peut être une autre histoire où genre j'ai découvert ça sur le net. J'ai parlé de ça à mon père ou à ma mère. Voici ce qu'ils m'ont dit, t'as expliqué le truc. Maintenant je ne vais pas toucher à ça pour l'instant. Je continue mon rapport. Ce que je veux te dire, c'est que l'enfant va découvrir l'information, que tu le veuilles ou non. Oui, donc il faut mieux le guider vers comment processer l'information plutôt qu'il découvre l'information ailleurs et qu'il te cache ce qu'il ait des déboires avec. Comment ça, des déboires? Parce que tu ne sais pas comment un enfant va réagir par rapport à une information. Tu ne sais pas comment il va traiter l'information. Donc, au lieu qu'il la traite du mieux possible, enfin, du mieux qu'il le peut dans son coin, mieux vaut qu'il découvre l'information et qu'il vienne te la donner. Et ce que je te disais, genre, tu as dit qu'il va chez son pote. Et il est en contact, ok, son pote a le dernier modèle et tout. Ok. Il a fait ce qu'il avait à faire. Quand il rentre, il n'est plus chez son pote. Il n'a plus accès à ce truc. Ok, c'est bon, je suis tranquille. S'il veut, il y a le PC qui est là. Il peut aller. Je ne lui interdis pas d'aller sur le net. Il peut y aller. Mais c'est sur le PC et à la maison. Tu vois? Donc du coup, il peut se faire plaisir. Et je pense même qu'il sera plus content même de dire en mode putain, allez vite, je vais rentrer à la maison, je vais aller surfer. Tu vois? Genre, c'est plus dans cette optique-là que je me parle. Genre, je suis pas là en mode dire non. Genre, parce que si je vais aller aussi dans la logique absolue, je dis, bah ok, non, tu vas pas chez ton pote. Parce que je sais que ton pote, il a ce téléphone-là et qui peut faire tel truc. Donc, tu vas pas, tu vois. Et tu arrêtes même de fréquenter ton pote, tu vois. Genre, je veux pas aller jusqu'à ce point-là, tu vois. Mais ça ne sert à rien. Ce que je veux dire, c'est que je comprends ton point de vue. Tu vas juste pour que tu expliques plus. Genre, et te connaissant, je sais que tu vas pas être quelqu'un qui va dire non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Comme si tu dis, ouais, je te donne ce message et pas celui-là, tu vas dire pourquoi je te donne ce téléphone-là et pas le téléphone-là. Et te connaissant, ce sera une manière de procéder que tu vas incorporer depuis. Et genre, en fait, même déjà, quand je vais lui remettre son premier téléphone, je vais dire, écoute, voici ton téléphone, utilise-le que en cas d'absolue nécessité. Genre, je vais lui présenter ça en mode comme un super objet, un super outil en mode... La porte de secours. Voilà, quand c'est chaud, appelle papa ou appelle maman. Est-ce que tu as vu? C'est plus dans cette optique-là. Mais aujourd'hui, le téléphone, on dirait que ça sert plus à, genre, baisser la tête et regarder son écran éperdument, tu vois. Pour les gamins, je dis.
Après, bon, quand tu grandis, tu prends un peu plus de recul, tu te dis, bon, allez, je vais aller voir un tuto sur Internet pour apprendre tel ou apprendre tel, tu vois. Donc, du coup, tu fais une autre utilisation d'Internet. Ouais. Mais les gosses, et justement, ah oui, il y avait même, j'avais fait un test, j'avais installé BlueStack sur mon PC et j'ai créé C'est 20. quoi BlueStack? C'est un émulateur. Et du coup, C'est quoi un émulateur? ça te permet de simuler un système d'exploitation quelconque. Ok. Que ce soit Linux, Windows, Android, iOS, non. Bon, oui, après c'est un peu normal parce qu'il n'est pas open source. Donc du coup, j'ai fait une émulation et j'ai ouvert 20 comptes TikTok. Il y a la moitié où j'ai mis que j'avais 10 ans. Il y a l'autre moitié où j'ai mis que j'avais 20 ans. J'ai lancé et je suis parti dans Discover. Et bon, après, ça met plus en. Je pointe le doigt plus l'algorithme de TikTok. Mais le gosse de 10 ans tombait sur les hot tubs. Les go hot tubs. Genre. Les profils de 10 ans, voilà, les profils de 10 ans, j'avais dans un compte fraîchement créé. Fraîchement créé, j'avais ces recommandations-là. Donc je me suis dit, attends, mais il y a un problème, genre TikTok est fait pour ça. Pour permettre aux gars, aux moraux de 10 ans de regarder des trucs comme ça. La jeunesse. TikTok de base, c'est chinois. Ouais, c'est chinois. C'est chinois. Attends. TikTok, attends. Donc tu veux dire que le but de TikTok... Attends. Je vais voir quand je parle. TikTok, c'est chinois. L'algorithme en Chine, il est différent. T'as vu, c'est pour promouvoir l'éducation. De ouf. Ça les rend même plus intelligents, man. Alors que c'est dans les autres pays, en Occident, où l'algorithme pousse des trucs de danse et des bullshit comme ça. C'est fait exprès. Ouais, mais il n'y a pas que la danse, moi. Là, genre, c'est comme si... Non, mais je veux dire, c'est que des trucs divertissants. Mais c'est comme si je crée... Un gamin de 10 ans aujourd'hui crée un TikTok, et c'est comme si limite il tombait sur du contenu de moins 18. Tu ruines la jeunesse. Alors qu'il est... C'est une technique de guerre. C'est une technique de guerre. Ouais, mais tu affaiblis les guerriers adverses. Oui, mais justement... Mais en affaiblissant les guerriers adverses, tu t'affaiblis toi-même. Bah non. On est tous dans le même lot. Ça, c'est vous tous ailleurs. Sinon, moi, dans mon pays, en Chine, ça se passe bien. C'est vrai. Tout est blesse, on pousse la connaissance. On a les jeunes. Là, tu viens de parler du côté obscur de TikTok. On a poussé les jeunes génies. Vous, on a poussé les bimbos. Vas-y, allez, poussez les bimbos. Mais t'as eu un aperçu des TikTok chinois? Non, mais j'ai vu comment ça se passe. Man, c'est un autre délire. D'ailleurs, à l'école, là, chez eux, ils utilisent ça pour leur projet éducatif. De ouf. Genre, t'as des tutos en mode genre, comment, genre t'as des techniques de calcul, t'as des techniques qui te parlent de telle ou telle sorte de méthodologie pour faire tel ou tel truc, et genre sans te louper et tout, genre c'est des trucs hyper intéressants et hyper stimulants pour le cerveau. Mais bon, après je dis pas que faire des petits trends, danser et tout sur TikTok c'est mauvais. Mais les gars, il y a une anguille sous roche. Je critique ça, c'est la première chose à voir. C'est chaud, tu vois. Et, genre, et moi, ça m'a choqué. Et le profil des 20 ans, ceux qui revenaient le plus, c'était les booby girls. Genre, vraiment, genre, tout le Discover, c'était les meufs en maid, là. En fait, genre, c'est déjà du moment, genre, sur les 20, il y avait 10 garçons et 10 filles. Sur les garçons, les boobies et les hot tubs, mais là, laisse tomber. Genre, c'est pas possible. Sur les filles, je pensais que ça allait limiter la casse en changeant de sexe. Mais non. Genre, je dirais pas que c'est moindre, mais c'était tout autant... C'est la même chose, mais... Voilà, quoi, genre... Okay. Pour les filles, bon, on avait, et des fois, et t'as des notifs, genre t'as des suggestions de follow, genre suivre parce que Tantan a fait ci ou ça, genre. Et mec, genre j'ai halluciné, genre je me suis dit, attends, mais un jour, genre j'aimerais bien qu'on reprenne ça et genre qu'on fasse ça un peu sur tous les sites, genre pour voir l'algorithme en fait, genre à quel point
il est sensible. Tu vois, genre, est-ce que, genre, si je lui dis que je suis un gars et que j'ai 10 ans, ça change quelque chose si j'ai 20 ans, tu vois. Ouais. Et sur TikTok, ben, pour lui, t'as 10 ans, t'as 20 ans, hein, voilà. Là, je n'ai qu'un chiffre, et la prison n'est qu'une cellule. Et du coup, comme l'explique Sarah Foster, c'est une analyste justement chez Bankrate, il faut tout d'abord comprendre que les influenceurs qui dévoilent des conseils sur les réseaux sociaux alors qu'ils paraissent eux-mêmes avoir rencontré le succès ne racontent pas forcément toute la vérité sur leur histoire. Ouais. Et ça, on l'oublie souvent. Du coup, de ce fait, bah, notre chère Sarah vous recommande ainsi d'aborder les conseils avec un œil critique. C'est comme ton gars avec les jus de fruits. Non, mais le gars est trop... Non, en fait, ça me dépasse. Comment tu peux faire... Tu peux dire aux gens... Non, mais en fait, genre, c'est... Je sais pas, genre, comment tu peux te contenter de ça? Genre, en mode... Ouais, c'est bon, genre, ouais, je sais, je vais aller leur mentir, ils peuvent... et je vais faire mon business dessus. Genre... La conscience, ou alors on n'a pas les mêmes consciences, les gars. Genre, c'est... En fait, d'un point de vue critique, se dit, s'il y a de la demande, attends, on t'enferme l'offre. Oui, mais justement, il y a de la demande, mais c'est la demande du désespoir. Bah justement, et c'est ça qui se est pas ça. Il y a des gens qui s'en foutent de ça. Ouais. Et je veux se faire dessus. Du coup, voilà, faut pas oublier, avoir un œil critique. Parce que tu as peut-être vu une personne sur les réseaux sociaux prendre des vacances cet été, mais tu ne sais pas si il ou elle a contracté un crédit pour ce voyage. Tu vois, genre tu le sais pas, genre ok, peut-être tu le vois, il est là dans son hôtel, il te fait un beau reels, il te montre la belle vie, voilà, un bol rempli de fruits, le lit, la vue sur la mer, tout est bien, mais hey, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là, tu vois. Donc il est très important de garder en tête que tu ne connais pas l'histoire. Donc de ce fait, faut être un peu plus prudent. Ne compare pas. Ne pas comparer. Voilà, ne compare pas. Et le truc c'est quoi? C'est que puisque les astuces sur ce sujet s'appliquent rarement de la même manière à tout le monde, ça crée une certaine confusion à un moment. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, le gars va te dire j'ai fait un trading sur la crypto et je me suis acheté quelques NFT. Et dans une semaine, il revient et tu vois que sa NFT a multiplié de valeur et sa crypto aussi. Genre, tu vas te dire, ah ouais, il est fort, tu vois. Genre, direct, ça va te... Et toi-même, tu vas partir. Et ça se trouve, toi, tu vas tester. Tu vas acheter ton NFT. Ça se trouve, ça va marcher. Hein. Mais n'oublie pas, ça se trouve, ça va pas marcher aussi. Et c'est ça que les gens oublient souvent et la plupart du temps ça ne marche pas. La plupart du temps ça ne marche pas. Ou la plupart du temps ça marche. Ça ne marche pas. Mais c'est des trucs à risque. C'est justement pour ça. Donc, voilà. Et ce n'est pas prendre connaissance du risque. Il faut reconnaître le risque. Mais justement en fait c'est que vu que le Mongo, genre le gars qui visualise ça, il a vu l'évolution. Du coup, genre on cherche, c'est ton côté impulsif qui prend le dessus à ce moment. Genre tu réfléchis plus. Genre ton cœur. Parce que tu as pris le gain instantané chez quelqu'un d'autre, tu penses que tu veux. Même pas que tu penses, tu veux et tu penses que tu mérites le succès instantané aussi. Voilà, tu vois. Et du coup, ce n'est pas parce qu'un conseil marche pour un influenceur qu'il marchera pour vous. C'est ça. Parce que finis ton truc. Certains incitent par exemple à investir en bourse, tu vois. Mais l'achat d'actions d'une entreprise un jour peut s'avérer être une mauvaise idée une semaine plus tard, tu vois. Donc du coup, il y a beaucoup qui prônent des investissements à court terme, comme la crypto, les actions, nanana. Cependant, cela peut aussi compromettre vos plans d'investissement sur le long terme, tu vois. Immobilier, retraite. Et après, ce que les gens oublient, c'est qu'ils ne jouent pas avec les mêmes sommes que les autres qu'ils voient sur leur écran. C'est-à-dire, par exemple... Mais justement, c'est parce que le Mongo aussi ne dit pas tout. Par exemple, imaginons si moi... Non, mais il y a un fou, j'étais d'accord avec moi.
Il y a un flou. Non, mais attends ce que je dis. Parce qu'il y a, il y a différents exemples. Il y a par exemple le cas des influenceurs qui font la promotion de mauvais produits. Ouais, j'utilise ce produit et tout alors que c'est de la merde. Leurs followers utilisent ça, c'est de la merde. Ouais. Et puis ils profitent de l'argent de clients. Pendant le Covid, on a eu plein d'influenceurs qui ont fait ça. Et par exemple, donc, je reprends ton exemple de, par exemple, la crypto. Ouais. Un gars qui fait la crypto, une influenceur de crypto et tout. Ça se trouve, il va te proposer un scam. C'est possible. C'est une possibilité qu'il faut prendre en compte. Il y a une meuf qui s'est barrée avec 4 millions de dollars. Ou alors c'est possible qu'il te propose un bon plan et qui a marché pour lui et qui ne va pas marcher pour toi. Par exemple, si un gars va investir, je sais pas, 150 000 dollars dans une crypto et puis, puis la crypto monte, genre ça monte, ça descend, puis ça remonte, lui va être bien. Peut-être si tu vas mettre tes 1500 €, tes dernières économies, voilà, quand ça va tomber, il faut pouvoir te débrouiller sans. Et puis, lui, il a mis ses trucs, même si c'est descendu, il peut se débrouiller sans. Il peut se débrouiller. Et puis après, il va gagner plus. Voilà. Toi, est-ce que tu peux te débrouiller sans? C'est ça la question. Parce que beaucoup de gens, ils vont suivre le chemin que quelqu'un d'autre a fait, avec plus de moyens. Ils vont penser qu'avec leur petit argent, ils pourront avoir le même résultat. C'est pas comme ça. Voilà, parce qu'une petite chute sur son chemin à lui peut être la fin pour toi. C'est ce que tu prends pas en compte. Tu dis juste, lui, il a eu ce petit problème, mais ça a marché. Il ne faut pas se comparer, il faut regarder ta situation. Apprendre des autres pour pouvoir l'appliquer à ta situation. C'est ça que c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Ils pensent que ce qu'ils ont appris chez les autres doit forcément s'appliquer chez eux. Ouais. Alors que non, apprendre ce que tu as appris chez les autres et apprendre comment l'utiliser dans ta situation. Justement, tu vois, si, par exemple, si les influenceurs faisaient un disclaimer comme qui regroupait tout ce qu'on venait de dire, je pense que ça induirait moins de personnes dans l'erreur. Il serait beaucoup plus prudent, et qui dit un peu plus de prudence dit quand même à un moment, genre ça limite la casse. Genre, peut-être pas pour une personne, mais genre sur tous les cas globaux, genre en général, je pense que ça peut limiter la casse à certains points. Parce que parce que vu que c'est l'influenceur, le fait qu'ils mettent ça devant la personne, genre le mec est au milieu de l'idée, tu vois. Mais si maintenant il met un deep warning dessus, je pense que. Bon, après, je pense qu'il y aura toujours des impulsifs. Hein. On ne peut pas les arrêter. Ce que je veux dire, mais c'est que. Je pense que ça peut limiter la casse quand même. Parce que dans le lot, je pense qu'il y a quand même des gens un peu réfléchis. S'il y avait déjà des gens. Je ne vais pas dire ce que je pense que je veux. Bref, un influenceur, s'il fait ce genre de placement déjà, c'est parce qu'il est en recherche de profit. Il n'y a rien de mal contre la recherche de profit. C'est bien. Et c'est comment tu moves pour le profit qui va déterminer quelque chose. Par exemple, ils sont intéressés par le profit. C'est là qu'on voit qui a l'intérêt public ou pas. Parce que s'ils font une disclaimer, ça va réduire de manière conséquente les profits qu'ils vont faire. C'est comme si tu disais, regarde, j'ai mon produit là, je le vends, mais c'est pas le meilleur des produits. C'est possible qu'il faut une ou deux fois, voire plus, mais achète-le quand même, je te le conseille. Oh my god, c'est trop ça. Est-ce que ça va bien vendre ça? Alors que je dis, ouais, mon produit c'est le meilleur, c'est le best, j'utilise tous les jours. Je le commande à tous mes amis, regarde, même j'ai mon ami. Justement, c'est pour ça que je te dis, ils ne disent pas tout. C'est bien sûr qu'ils ne disent pas. Et c'est dommageable. Mais bon, après, ça fait partie du business. Ils ne le disent pas, mais vraiment, c'est écrit en plus petit caractère sur le produit. Avec la stérile. C'est écrit en caractère chinois sur le produit. Non, c'est en dessous du produit, c'est pas derrière même. Et du coup, c'est quoi le truc? C'est que, ouais, justement, c'est une femme, elle avait créé une crypto, une fausse crypto d'ailleurs. Et elle s'est barrée avec 4 millions de dollars, je pense. Ouais, c'est 4 millions. C'est 4 millions de dollars. Et elle s'est barrée avec des pères. Hein, genre, ça va, c'est bon, vous lui avez refait sa retraite, ça. Tout, genre, vous l'avez dit bien, les gars, vraiment, tranquille. C'est pas il y a même, comment s'appelle, l'influenceur Jack Paul qui avait fait ça. Avec une crypto, la première crypto, ouais, acheter ma crypto. Même Floyd. Et Floyd, c'est même pas la première fois. Genre, je pense qu'il a sa 3e crypto. Son business. Et même lui, à Skip, côté financier, c'est un peu tendax pour lui. Hein. Non. D'après 50,
Ouais, mais 50 dit ça pour se foutre de sa gueule. 50 est en bif avec lui. Tu sais comment 50 Ah ouais, 50 est en bif de ouf. 50 était en bif avec Floyd. Ils ont pas réglé. Ils ont réglé ça récemment, ils ont réglé il y a quelques mois. Mais c'était il y a même pas un mois là justement que. Non, ça c'était avant. Ah ouais, c'était avant. Parce que je suis tombé dessus il y a pas longtemps là. Genre 50 a dit genre que le Mogo coulait sous les têtes. Et même justement, même Logan Paul avait fait une vidéo sur YouTube où il parlait de ça. Ouais, mais ça c'est juste pour les 10. C'était parce que Logan, il a pas payé Logan, c'est tout. Ah, mais il doit des thunes à Logan. Ouais, il va le payer, qu'il va vouloir le payer. C'est comme ça qu'il est juste comme ça. Ouais, mais pourquoi il le paye pas alors s'il a des thunes et qu'il lui doit. Il a dit. C'est Floyd. Non, mais quand même, genre, je sais pas, genre, t'as des thunes. Ben, si tu dois à quelqu'un payer. Floyd, il a donné son explication. C'est quoi? Que je vais te payer après que j'ai fait tout. Il a dit en gros, je vais le payer après qu'il ait fait toutes les dépenses pour pouvoir donner sa part. Comment ça, toutes les Parce que, genre, en gros, comme Logan Paul n'avait pas. Logan Paul, si tu veux, il avait un pourcentage au final après toutes les dépenses. Donc il a dit, attends que je fasse toutes les dépenses pour que je puisse te donner ta part après. Et du coup, ça prend le temps de faire toutes les dépenses. Et puis après, il a donné sa part et c'était rien du tout. Bah, donc au final, il lui a rien donné. Si, il a donné ses sous, c'est juste qu'il a enculé sur le manière de business, sur le business. Mais ça ne veut pas dire qu'il est pauvre. C'est comme par exemple les maisons de disques qui. J'ai l'impression que chaque épisode je crache sur les maisons de disques alors que je les aime bien. C'est comme les maisons de disques qui profitent des artistes qui leur donnent des deals de merde. Tu vois? Ah, mais tu vas pas dire que les maisons de disques proposent des deals de merde parce qu'elles sont pauvres. Tu vois? Floyd, il est riche. Ah, ben, donc, c'est juste que 50 était en bif avec lui, puis 50 il est en bif. Parce que n'empêche qu'il a un train de vie astronomique. Hein, tu vois? Comme des célébrités. Non, mais quand je te dis astronomique, c'est que genre ça sort de. Floyd, non, même parmi les célébrités, il sort de l'ordinaire. Mais genre, tu peux pas le comparer. Mais tu peux difficilement le comparer. Floyd brasse. Ouais, bien sûr. Non, mais justement, c'est pour ça que je pense qu'il a un train de vie, genre. En fait, les gens pensent que Floyd Mayweather il est bête. Mais pas bête. Pour arriver là où il en est, ça montre qu'il n'est pas bête. Ça fait que, même s'il est entouré de. Ouais, il peut même en un combat, il peut se refaire. Vous, les gens, ils voient. Non, mais même s'il tombe en un combat, il peut se refaire. Voilà, ce que je dis, il peut se refaire pour vivre, genre, temporairement. Les gens, ils regardent, ils se disent, regarde comment il dépense l'argent. C'est comme ça son argent finit. Alors que moi, je vois le truc en mode, s'il dépense son argent comme ça, imagine ce qu'il gagne pour pouvoir dépenser son argent comme ça. Ouais, mais après, on a. Genre, c'est plus le premier cas qu'on a. Je pense à Floyd, parce que je sais qu'il y a des points. On a eu Fetty Wap aussi, t'as vu. Ouais. Il cramait la thune, mais. Alors que pourtant, voilà, il y en avait, hein. Genre, mais vraiment, il y en a. La différence avec Fetty Wap et tout. Mais bon, après, lui, c'est qu'il a acheté beaucoup de bails pour la famille. Genre, il a acheté des voitures, des immeubles à New York et tout. Il a acheté de l'immobilier. Il a 3. C'est ça que je dis que. C'est bon, même. Il brasse, le négro. Il brasse. Donc du coup, ce n'est pas parce qu'on vous montre des voitures de luxe ou des yachts ou bien un bel hôtel quelque part que... Voilà. Genre, c'est une vieille astuce dans le commerce. Hein. Genre, on vous fait miroiter une vision... Le marketing. Magnifique. Alors que, bon, voilà, genre cette vision magnifique, bah justement... Vous devez investir dedans pour que ils l'aient. En gros, la morale de l'histoire, faites preuve de discernement. C'est tout, faites preuve de discernement. Ne vous jetez pas comme ça, peut-être la première dans n'importe quoi. Voilà. Et il y a même un professeur des finances comportementales de Creighton University qui a dit que les vrais multimillionnaires ont tendance à minimiser leur fortune. Ouais. Donc, c'est pas le Mogo qui va venir vous montrer en mode vous pouvez avoir aussi. Par exemple, Jay-Z, regardez Jay-Z quand il a commencé à rapper, puis comme il s'habillait, regardez le matin qu'il est milliardaire. Ça lui plus simple qu'avant, maintenant son argent. Encore plus simple. Il met plus les grosses chaînes en or, les diamants, c'est plus une montre. Il est passé du gang au businessman, tu vois. Après, bon, c'est une évolution aussi, genre qui veut marquer aussi, je pense que lui-même il veut faire comprendre aux gens que, ok, le côté gangster bien politique et tout. Ah, il même le dit. Là, il rappe rarement, il vient sur certains sons comme ça, il lâche des couplets. Et chaque fois qu'il sort, je pense que c'est les dernières années, chaque fois qu'il a fait sortir un couplet, c'est pour se moquer des rappeurs qui flexent.
Comment ça qui flex? Ouais. En mode avec les chaînes. Avec les chaînes et tout. Et tu vois, ceux qui font les téléphones avec leur argent, Ouais, oh, ce geste-là me saoule. Ouais, Genre, ah ouais, frère, en mode, c'est la monnaie qui t'appelle, c'est ouais, quoi le truc? C'est l'argent qui m'a. Alors, C'est bon? ta chère question. Ah, ma question. Ma question, c'est du coup, quel est ton trait toxique? Mon trait toxique. Ouais. Comment ça, mon trait toxique? Par exemple, moi. Parce que la toxicité, c'est vague quand même. Ouais, donc ça dépend du point de vue de l'autre. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais quand l'autre, en général, quand il te reproche un trait, je sais pas si c'est lequel. Moi, c'est que je m'en fous. C'est pas un trait toxique, ça. Je sais, mais il est perçu par les autres comme étant toxique. C'est même une qualité. Parce que on est dans un monde, putain. Regarde, je sais. Bon. Ok, en vrai, mon trait toxique, peut-être, c'est que je suis trop passionné. Je pense que ce serait peut-être mon trait toxique. On t'a déjà reproché ça? On m'a vraiment fait des reproches en vrai. Hein. Moi, l'un des reproches qu'on fait. Déjà, je snitch pas. En fait, genre vraiment, je reste tranquille dans mon coin en fait, tu vois. Donc, voilà, genre, on m'a jamais fait un reproche en mode direct, genre, enfin, toi, tu t'es comme ça, genre. Et genre, en mode, je me dis, ah ouais, chaud, putain. Non. Je suis quelqu'un de très très mesuré. Voilà. Je suis quelqu'un de très très mesuré. Pas quand tu t'emportes. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je te dis que seule la passion peut être mon Je pense que ça va pas avec tes passions de ouf. Ah là là. Mais moi, du coup, pour toxique, c'est que je m'en fous. En fait, c'est comme tu disais, que j'arrive à prendre du recul sur les situations pour avoir Ouais, le d'autres points qui peuvent Voilà. rentrer en collision. En fait, c'est pas que je m'en fous, c'est juste que je me dis, par exemple, s'il y a un problème, je veux dire. Il y a la phase A et il y a la phase B. C'est comme une cassette. C'est vrai que c'est une mauvaise situation pour le moment. Et ça peut être bon. Ça peut. Voilà, c'est comme par exemple, il y a un TikTok chinois. En fait. C'est un long TikTok dont vous avez une dans ça. Il y avait un fils et son père. Il travaillait dans un champ de betteraves. Et il travaillait avec des chevaux. Un jour, il y a leur cheval qui s'est enfui. Donc le fils s'en va, sans son père, le cheval est parti et tout. C'est une catastrophe, on ne va plus pouvoir travailler. Tu vois. Quelques jours plus tard, le fils voit le cheval au haut de la colline avec d'autres chevaux encore autour avec d'autres chevaux encore à côté de lui. Tu vois. Attends, voilà. Pause, je reprends l'histoire. Ouais. Donc, t'avais pas besoin de pause. Ouais. C'est parce que tu as 4. De ouf. Donc, c'est l'histoire, c'est genre. C'est un père et son fils qui sont dans un champ de betteraves. Ils travaillent dans le champ de betteraves et tout. Et un jour, il y a le cheval qui s'utilisait pour faire le betteraves. Il travaillait dans le champ. Mais ça fait un seul cheval? Un seul cheval. Et le cheval s'est enfui dans la forêt. Le fils va voir le père lui dire, c'est une catastrophe et tout, le cheval s'est enfui, on ne pourra plus travailler, c'est une misère. Le père lui dit, je ne peux pas dire pour l'instant si c'est une mauvaise chose ou pas. Quelques jours plus tard, le fils voit au haut de la colline le cheval qui vient avec d'autres chevaux. Le fils appelle son père, dit c'est un miracle, le cheval est venu avec d'autres chevaux et tout pourra faire plus de. Faut que la betterave maintenant. On va faire du rice même. On va faire l'élevage du cheval. Ah ouais, carrément. On va faire l'élevage du cheval. Alors qu'il a jamais fait travailler avec le cheval. Comment travailler le cheval. Donc il est là, il commence à parler avec les chevaux et tout. Et puis il y a un cheval qui tape dans la jambe et puis il casse sa jambe. Il dit à son père, c'est une catastrophe, j'ai la jambe cassée, je ne peux plus travailler, je ne peux pas monter les chevaux, je ne peux pas dresser les chevaux et tout, c'est une catastrophe, je ne peux pas s'en sortir. Le père lui dit, je ne peux pas te dire si c'est une catastrophe ou non, pour l'instant, il est trop tôt pour ça. Quelques jours plus tard, il y a des soldats chinois qui viennent et qui disent aux vieux, donnez-nous votre fils, on doit le prendre pour aller à la guerre et tout contre les Mao, comme ça. On a besoin de lui pour aller à la guerre. Le père lui dit, je ne peux pas le donner maintenant, je l'aurais bien donné, mais il est blessé, il ne pourra pas vous aider, quoi que ce soit, il est cassé et tout, il est invalide. Le père dit, le policier dit, c'est une catastrophe et tout, je ne peux pas l'avoir, que c'est une catastrophe, je ne peux pas lui dire que c'est une catastrophe ou quoi. Pas. Donc ils s'en vont, les soldats chinois s'en vont, eux tous ils meurent. T'as vu? Eux tous ils meurent, et puis
puis le fils est là, Mais non. toujours en bonne santé. C'est un peu pour dire, quand il y a un truc qui m'arrive, en gros, j'ai du mal à m'attarder dessus. C'est vrai que je vais toucher mal pendant un moment, mais après je me dis non, il ne faut pas que je m'attarde dessus parce qu'il peut y avoir pire. Même quand il y a un truc bien m'arrive, je ne m'emballe pas trop parce que je me dis, Ouais. grave, tu vois, on va pas non plus. C'est vrai. Donc ça me pose des problèmes. Donc, quand j'ai mon comportement comme ça, les gens pensent que je m'en fous. C'est pas juste que je m'en fous, c'est juste que j'ai une manière différente de procéder Bah, au process. Ouais. Non, mais ta façon à toi de gérer Voilà, la situation. Voilà, la situation, exactement. Voilà. Et justement, et voilà, et les gens sont tellement sûrs d'eux qu'ils osent te juger sur ça. Ouais. Tu vois, alors, et justement, c'est pour ça que je dis, arrêtez de juger les gens n'importe comment. Parce qu'ils projettent les insécurités sur les gens. Parce que tu peux pas dire que je t'aime pas parce que je t'aime pas comme tu veux que je t'aime. Voilà. Ça, on va revenir sur l'amour au prochain épisode. C'est que, en vrai, c'est pas toi qui... En vrai, si c'est vraiment ça, c'est que, en vrai, c'est toi qui n'aimes pas. Voilà. Parce que tu n'aimes pas la manière dont je t'aime. Alors que je t'aime réellement, c'est juste que tu n'aimes pas comment tu perçois mon amour. Non, c'est chaud là. Non, mais c'est terrible. Après, c'est pour ça qu'il faut communiquer avec les gens pour savoir les choses, leur point de vue, leur situation. Parce que si c'est ça, genre si on... Imagine si on avait jugé tous les mecs qu'on avait rencontrés, Mars. Je pense que la moitié, je pense même peut-être 3/4 d'entre eux ne seraient Je pas pense bons. que la plupart de mes amis, parce que je connais beaucoup de personnes, Ouais. mais j'ai peu d'amis proches. Oui, non. Et si on devait faire une fiche de mes amis proches, il y a beaucoup d'entre eux, comme on aurait dit, ne traîne pas avec lui parce qu'il a ça. Parce qu'on a tous. Et puis je pense que c'est ce qui construit le caractère de quelqu'un. C'est justement toutes ces étapes-là qui font l'homme qu'on est. Et Tu sais, justement, notre caractère, il y a à quoi? À notre enfance. Ouais. C'est lié intrinsèquement à notre enfance. Ça parce Vous que prenez l'enfance de quelqu'un, vous avez toute ça. Vous vous focalisez juste sur l'enfance, vous n'avez pas besoin de... Oui, il a eu son bac, oui, nanana, il a travaillé. Non, prenez son enfance. Parce que c'est là-bas que l'argile qu'il était a été façonnée. C'est là-bas, c'est la source de tout. Et c'est là-bas, c'est même pendant ce moment que l'esprit se développe au mieux avec le cerveau. Oh, c'était un sujet sur lequel je voulais venir, mais c'est dans un autre épisode. C'est dans un autre épisode. Là, c'est... depuis tout à l'heure, on tourne en bonus, là, ouais. Ah, je te jure. Là, c'est fini. Bon, c'est sûr, on va se séparer sur ces paroles très deep et très inspirantes qu'on va se séparer. Prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine. Là,